Bonjour à tous, quatrième vidéo de la série immunitaire en terminale S, les anticorps et les lymphocytes B, le début de la réaction adaptative. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors on va démarrer cette vidéo avec une situation de départ comme on aime bien vous les faire en travaux pratiques au bahut. On a un docteur, on a deux patientes qui viennent le voir, la mère et la fille, et toutes les deux sont malades. Elles présentent les mêmes symptômes, à savoir quand vous avez le nez qui coule, vous vous mouchez, vous toussez, vous avez des courbatures dans le dos, dans la nuque, vous n'êtes pas bien. Ça, je viens de faire une liste de symptômes et l'ensemble vous fait penser à la grippe, donc c'est le syndrome grippal. Alors, ce que le médecin ne va pas s'expliquer dans ce cas-là, c'est que la mère s'en sort plutôt bien, mais la fille, par contre, présente des symptômes beaucoup plus importants que la mère, même si c'est le même syndrome, c'est exagéré chez la fille. Donc, comment faire pour savoir ce qui se passe? Le médecin peut demander une analyse de sang, et grâce à cette analyse de sang, il va demander à faire une électrophorèse. Donc l'électrophorèse, vous l'avez vu en travaux pratiques. Le principe est simple, ça constitue à faire migrer des protéines en fonction de leur charge. Car je vous rappelle que les protéines peuvent être chargées positivement ou négativement. Elles vont migrer dans un gel grâce à un courant électrique et elles vont migrer plus ou moins loin, bien sûr en fonction de leur charge, mais également en fonction de leur taille et de leur masse. Et on va donc pouvoir séparer au départ des différents puits les différentes protéines qu'on aura récupérées donc dans le sérum des différents patients. Donc ici on a 3 tubes, ça veut dire qu'on a le sérum de 3 patients différents. On va séparer les protéines qu'elles possèdent et on va donc pouvoir déterminer si telle ou telle protéine est présente ou pas dans le sang. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais quelle protéine on cherche dans le sang quand on est malade? Eh bien on va chercher les fameux anticorps. Donc dans le sang, il y a différentes sortes de protéines. Une protéine sert de référence, c'est l'albumine, c'est elle qui migre le plus loin possible. Et c'est Tiselius en 1950 qui, d'après la vitesse de migration électrophorétique par rapport à l'albumine, a déterminé la présence de différentes globulines. Alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, donc ça ce sont des chaînes de globulines. Et donc il a distingué différentes immunoglobulines, les IG, c'est-à-dire des globulines qui interviennent dans le système immunitaire. Ces immunoglobulines, c'est ce que nous on appelle les anticorps. Alors il existe 5 sortes d'anticorps, les IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Vous voyez qu'ici seulement 3 sont représentés. Pourquoi? Tout simplement parce que les IgD et les IgE sont des immunoglobulines qui sont fixées pour les IgD sur les lymphocytes B, ou alors qui sont produites uniquement dans des cas très particuliers, les IgE par les plasmocytes, donc on va rarement les trouver dans le sang. Alors c'est quoi la différence entre ces 3 immunoglobulines? Les IgG constituent 75 à 80% de nos anticorps circulants. Elles sont produites en réaction à un antigène. Donc globalement, c'est ça nos missiles immobilisants à tête chercheuse qu'on produit pour aller bloquer les ennemis, c'est les IgG. Oui, j'appelle ça des missiles immobilisants à tête chercheuse. Vous allez comprendre pourquoi. Les IgA forment une barrière empêchant la plupart des pathogènes de se lier aux cellules des muqueuses et de l'épiderme. Donc on va surtout les trouver dans les sécrétions glandulaires de type mucus, comme la salive, dans les larmes, le lait maternel, les sécrétions nasales, les sécrétions gastro-intestinales, le tractus respiratoire. Voilà pourquoi on vous dit tout le temps de vous désinfecter les mains quand vous vous mouchez, parce que quand vous vous mouchez, vous foutez des microbes sur les doigts et donc il faut les éliminer. Même si vous avez des IgA qui sont là pour les bloquer, il y en a toujours qui survivent. Enfin, les IgM sont des immunoglobulines produites en réaction aux antigènes par certains globules blancs, les plasmocytes. Et vous avez donc un taux d'IgM anormalement élevé, ça signifie que vous avez une infection en cours. Donc ce graphique a été obtenu par l'analyse de la bande d'électrophorèse qui est ici au-dessus. Donc vous voyez que là on a une migration dans ce sens. L'albumine c'est celle qui a le plus migré, c'est la grosse tache là. Et on distingue donc effectivement des zones plus ou moins foncées qui correspondent donc aux zones où on a le plus de protéines. Alors voici l'électrophorèse de nos deux patientes. Alors vous avez ici 5 pistes. Oui, alors qu'on a 2 patientes, mais c'est normal, on fait des témoins. Donc le premier ici, c'est du sérum normal, d'un individu normal. On en fait un autre à droite pour pouvoir lire facilement. Ensuite, nous avons l'électrophorèse de nos 2 patientes. Et nous avons ici un témoin, les gamma-globulines, c'est-à-dire les IgG. Donc les IgG, elles migrent
ici, dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Quand on analyse la bande d'électrophorèse des deux patientes, la patiente numéro 2, c'est la mère, et la numéro 3, c'est la fille. Bon, eh ben, on voit tout de suite que pour la mère, effectivement, on a des IgG. Par contre, pour la fille, il y a un big problème. Il n'y a rien du tout. Elle ne semble pas produire d'IgG, c'est-à-dire d'anticorps pour se défendre. Ça expliquerait peut-être pourquoi ces symptômes sont si importants. La représentation graphique des pistes de lecture le confirme. Donc nous avons ici le témoin de GABA-globuline, la mère, la fille, effectivement. Donc, absence d'immunoglobuline chez la fille. Alors, à quoi ressemble un anticorps? Un anticorps, c'est donc une protéine, elle est constituée de 4 chaînes. 2 chaînes lourdes, 2 chaînes légères. Ces 2 chaînes d'acides aminés vont devoir être maintenues ensemble. Nous avons pour cela, entre certains acides aminés, des ponts disulfures qui se forment. Et ces ponts disulfures vont aider à maintenir la structure globale de l'anticorps. Quand on analyse les séquences en acides aminés de ces chaînes, on s'aperçoit que dans tous les anticorps de notre corps, les parties que j'ai hachurées ici sont des parties fixes, ce sont toujours les mêmes. Par contre, nous avons ici des parties dites variables, c'est-à-dire que si on étudie plusieurs anticorps de notre sang, on va avoir toujours ici, entre les anticorps 0 à 110, des séquences d'acides aminés qui sont variables, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes suites d'acides aminés, lysine, arginine, etc. Donc ces parties-là sont variables, alors que celles-ci sont fixes, toujours les mêmes. Quel est l'intérêt d'avoir une partie de sa séquence constituée d'acides aminés variable, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le même enchaînement d'acides aminés. Je vous rappelle qu'un anticorps, son but, c'est d'aller fixer les antigènes étrangers. Or, pour les fixer, il faut s'y accrocher. Il faut donc une certaine complémentarité. Or, les antigènes sont aussi des protéines. Donc, il va falloir trouver un système de liaison. Et qui mieux que des acides aminés pour attirer d'autres acides aminés? Nous avons donc ici ce qu'on appelle les sites de fixation. Et c'est grâce à ce site de fixation qu'un antigène, que je représente ici comme ça par exemple, hein, voilà, hop, c'est une grosse protéine. Cet antigène va pouvoir se fixer parce qu'il va y avoir une complémentarité entre les acides aminés de l'antigène et ceux de l'anticorps. En fonction donc des séquences d'acides aminés, on va avoir forcément, dans tous les anticorps qu'on produit, avec toutes les combinaisons possibles qu'on produit, on va forcément avoir au moins un anticorps qui sera complémentaire de l'antigène qui est rentré. Donc voici comment vous pourriez représenter schématiquement une IgG, c'est-à-dire un anticorps. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'appelle ça un missile immobilisant à tête chercheuse? Parce que c'est un missile qui est déployé dans le champ et il a 2 têtes chercheuses qui vont chercher un antigène spécifique. Voilà. Alors en ECE, travaux pratiques, on aime bien vous donner le test Douche-Chernoni à réaliser. Donc le test Douche-Chernoni se passe dans une toute petite boîte de pétri avec donc un gel. On va vous demander de creuser des puits. Alors pour creuser des puits, vous utilisez une paille. En supposant que ça ce soit ma paille, vous voyez, il y a un trou. Vous allez mettre bien verticalement votre paille, vous enfoncez, vous retirez. Tac, vous retirez. Si vous avez de la chance, le petit bout de gélose va venir à l'intérieur. Si vous n'avez pas de chance et qu'il reste, il va falloir l'enlever très délicatement. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un cure-dent. Vous piquez au centre, vous soulevez, il sort tout seul. Il y a des profs qui vous font mettre la paille et aspirer par la paille. Ouais, sauf que si vous aspirez trop fort, vous allez décoller toute la gélose et vos puits ne seront plus des puits. Hein. Ça, vous allez mettre du liquide dedans, puis ça va glisser dessous. Donc l'idée, c'est de faire des puits dans la gélose et que ces puits conservent les liquides que vous allez déposer dedans, pas que ça glisse dessous. Donc faites attention, quand vous enlevez l'intérieur de vos puits, faites-le avec un petit cure-dent, ça sort tout seul. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ces puits? Tout dépend ce que vous voulez tester. Soit si vous voulez préciser la spécificité des anticorps vis-à-vis d'un antigène, vous allez donc mettre les anticorps au centre, les antigènes à l'extérieur, ou alors vous voulez prouver que la production d'anticorps fait suite à un contact avec un antigène. Et là donc, vous allez tester différents individus. Vous allez mettre cette fois l'antigène au centre. Vous allez mettre les sérums de 5 individus autour. Et vous allez pouvoir voir quel individu a produit l'anticorps correspondant à l'antigène. C'est un peu un test de dépistage. Voilà, donc la fille est malade, elle ne présente pas d'anticorps. La mère est malade, donc il y a de fortes chances que les deux possèdent le même virus. On va essayer de comprendre quel virus c'est. On va donc se servir du sérum de la mère. Donc dans le puits central, on met le sérum à tester. Dans les puits externes, nous allons mettre des antigènes de différentes grippes. Donc on va laisser les anticorps diffuser dans le gel. Les protéines vont également
diffusé. Et là où il y aura un arc de précipitation, on pourra dire qu'il y a complémentarité. Donc, la mère aura produit des anticorps soit A, B, C, D, on va voir. Donc dans ce premier cas d'utilisation, à savoir que dans le puits central, on met le sérum à tester, c'est-à-dire logiquement les anticorps, et dans les puits externes, les antigènes, nous avons un arc de précipitation qui se forme ici, dans ce sens, entre les anticorps et l'antigène de la grippe B. Nous avons ici un test positif pour la grippe B, la mère est atteinte de grippe B. Autre possibilité d'utilisation, à savoir qu'on va inverser la position. Donc dans le puits central, cette fois, on va mettre un antigène connu et on va mettre ici les sérums de différents individus pour voir lesquels ont produit des anticorps dirigés contre l'antigène. Donc au centre, je mets un antigène connu, par exemple le VIH. Je vais faire mon témoin, c'est important. Donc dans le A, je vais mettre des anticorps anti-VIH. Et ensuite, dans les puits suivants, je vais mettre les sérums de 5 individus soupçonnés de contamination. Donc attention, je me sers de la même image pour les deux cas. Donc on est bien d'accord, l'arc de précipitation gris, c'est pour le premier cas d'utilisation avec en puits central sérum à tester. Là maintenant, je vais dessiner le résultat du deuxième cas d'utilisation de la même couleur, c'est-à-dire en bleu turquoise. Donc ici, entre mon puits central et mon témoin, je vais forcément avoir un arc de précipitation qui cette fois va se faire dans ce sens-là. Maintenant que j'ai mon témoin, je vais pouvoir analyser les arcs de précipitation formés pour les autres puits. Et voilà, donc dans mon test, j'ai mon témoin et j'ai le puits C qui a réagi avec le puits central, ce qui veut dire que mon individu C possède des anticorps qui sont allés se fixer sur l'antigène connu dans le puits central. J'ai ici un complexe humain. J'ai donc mon individu C qui a produit des anticorps anti-VIH. Il est séropositif. Ainsi, pour le test Douche-Chernoni, deux utilisations possibles. Puits central, sérum à tester, puis externe, antigène. Ça vous permet de prouver la spécificité des anticorps vis-à-vis d'un antigène. Deuxième utilisation possible, puits central, antigène, puis extérieur, anticorps, dans le sérum forcément. Ça vous permet de prouver que la production d'anticorps fait suite à un contact avec un antigène. Donc souvent en ECE, après le test Douche-Chernoni, on vous demande de dessiner un complexe anticorps-antigène, c'est-à-dire un complexe humain. Alors pourquoi on dit humain? C'est la racine d'immunité, d'accord? Donc c'est un complexe, c'est-à-dire des éléments complexes accrochés ensemble. Donc antigène, anticorps. Alors là, c'est vachement difficile. Grande section de maternelle. On fait des ronds et les ronds, on les accroche ensemble avec des anticorps. Il n'y en a pas assez, on peut en remettre, hein, c'est pas un problème. Hein. Tac, 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 tac. Donc vous voyez, j'ai un trou là. Allez hop, j'en dessine un ici. Là, je peux. Bref, ça forme un complexe, ça forme une tache dans le gel. Parce que tout est accroché ensemble et ça empêche la lumière de passer. Voilà pour le complexe humain. Alors maintenant que nos petits missiles immobilisants à tête chercheuse sont venus fixer leur tête chercheuse sur les antigènes, qu'ils ont bloqué tout ça, c'est bien, ils ont joué leur rôle, mais maintenant on se retrouve avec un problème. Qu'est-ce qu'on fait de ce machin qui est dans le sang? On a un complexe, ok. Les antigènes, c'est-à-dire les bactéries, les microbes, les méchants, sont bloqués. Ok, mais une fois qu'on leur a passé les menottes, on en fait quoi? Faut bien s'en débarrasser, on va pas les garder. Et c'est là qu'interviennent, vous vous souvenez? Eux, je vous les ai déjà présentés dans une vidéo précédente. Vous avez oublié leur surnom? Les macrophages, comment je les appelle? Les bouffetous. Bah oui, ils viennent bouffer. C'est le meilleur moyen de s'en débarrasser. Alors les bouffetous, bon, globalement, toute cellule phagocytaire, elle va pouvoir accrocher grâce à des récepteurs la partie fixe des anticorps. La cellule va se déformer, on a dit s'invaginer, faire un creux, pour pouvoir faire rentrer ce complexe humain à l'intérieur de son cytoplasme. Ça va donner ça. On va avoir donc un phagolysosome, c'est-à-dire une grosse vésicule de digestion dans laquelle les lysosomes vont venir libérer les enzymes. Une fois que tout ça sera digéré, on va donc avoir notre cellule phagocytaire qui va devenir une cellule présentatrice d'antigènes puisqu'elle va exprimer à sa surface le déterminant antigénique, c'est-à-dire un petit morceau de la bactérie ou du virus, pour aller le présenter ensuite aux lymphocytes, donc les soldats spécialisés qui eux sont présents dans les ganglions. En ECE, on peut également vous demander de pratiquer le test ELISA. Donc c'est un test qui ne se passe pas avec de la gélose mais avec des puits.
Donc vous avez une petite barrette avec des puits collés les uns aux autres, l'un à côté des autres. Dans ces puits, au fond des puits, on a mis un antigène déterminé qui a été fixé par un laboratoire, c'est pas vous qui le faites. Et donc on va devoir faire les tests dans ces cupules. En général, on vous fait faire un test négatif, un test positif, et l'individu testé. Bon, les 3/4 du temps, l'individu testé, il est positif, hein, on va pas se leurrer. C'est très rare qu'on vous donne un négatif. Alors, comment se passe le test ELISA? On a des antigènes déterminés au fond des cupules. On va vous donner des flacons qui contiennent soit de l'anticorps humain spécifique de l'antigène, mais sur cet anticorps humain, il ne faut pas oublier qu'on a la base de la partie fixe qui est connue, et donc pour cette partie fixe connue, on peut fabriquer un anticorps anti-anticorps humain, donc un anticorps qui va aller se fixer sur la base de l'anticorps de l'humain que l'on veut tester, sauf que cet anticorps anti-anticorps humain, on lui a collé une enzyme à sa base, on lui a accroché ensemble cette enzyme, et cette enzyme en fait, elle va nous permettre de révéler la présence de cela. C'est un peu comme une ampoule qui va s'allumer. Donc, sauf que pour s'allumer, l'enzyme, vous le savez, il faut qu'elle mange un substrat, il faut qu'elle le digère. Et donc, ce substrat, on va vous le fournir. Et s'il est digéré par l'enzyme, il va changer de couleur. Et c'est ce qu'on appelle le produit. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? On va vous demander dans un premier temps de verser le sérum de l'individu à tester. Donc, on va dessiner les deux cas. Vous avez le cas d'un séronégatif, le cas d'un séropositif. Dans la cupule, au fond, vous avez les antigènes déterminés. On va vous faire verser le sérum à tester. Et ensuite, on va vous faire rincer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir enlever tout ce qui n'a pas été fixé au fond de la cupule. Dans le cas d'un individu négatif, il n'y a pas d'anticorps spécifique de l'antigène, donc il n'y a rien qui va se fixer. Par contre, si l'individu avait déjà été contaminé, il a produit des anticorps, donc dans son sérum, on va trouver des anticorps dirigés contre l'antigène. Et ces anticorps vont donc naturellement se fixer, rappelez-vous, ce sont des missiles immobilisants à tête chercheuse. Donc ils se fixent au fond de la cupule. Ok, c'est bien beau, mais ça c'est microscopique, ça ne se voit pas. Il faut donc le révéler. Une fois que vous avez rincé, pour éliminer tout ce qui n'a pas été fixé, on va vous faire verser, deuxième étape, les anticorps traceurs, ceux qui possèdent la fameuse enzyme. Bien sûr, on va vous faire rincer pour enlever le surplus toujours. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans l'individu séronégatif, il n'y avait pas d'anticorps qui s'était fixé. Donc notre anticorps traceur ne va pas se fixer, puisqu'il n'a rien à accrocher. Donc il va être éliminé par le lavage. Par contre, dans notre individu séropositif, vu qu'il y avait un anticorps qui s'était fixé sur l'antigène, notre anticorps traceur, lui, va se fixer sur l'anticorps qui était fixé sur l'antigène. Vous suivez? Ça fait un peu sandwich là. Hein? Et donc, une fois qu'on aura rincé, on aura éliminé tout ce qui traîne, sauf ce qui a été fixé. Donc, dans notre tube de notre individu séropositif, on a l'anticorps traceur fixé avec sa petite enzyme. Alors que lui n'en aura pas, puisqu'il a été éliminé par le rinçage. Troisième étape, on vous fait verser le substrat. Donc, dans notre cupule de notre individu séronégatif, comme rien n'a été fixé, notre substrat, lui, se retrouve sans enzyme, il ne sera pas digéré, il n'y aura pas de coloration qui apparaît. Par contre, chez notre individu séropositif, comme l'anticorps traceur a été fixé, il y a l'enzyme dans la cupule. Donc, si on met le substrat, ce substrat va se fixer à l'enzyme, il va être digéré et on va voir le produit qui va apparaître. Et bien sûr, on s'est arrangé pour vous fournir un substrat qui, quand il est digéré par l'enzyme, prend une couleur spécifique et qui se remarque. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir voir une couleur bien vive pour les individus séropositifs, alors que les séronégatifs, le substrat n'aura pas été transformé. Donc souvent, on vous demande de dessiner le schéma de ce qu'il y a dans le puits séronégatif et séropositif. Là, je vous ai dessiné les étapes pour comprendre la manipulation. Voici donc ce que vous pourriez dessiner. Alors, j'ai tout fait en noir et blanc parce que le jour des ECE, c'est un dessin de type scientifique, c'est crayon de papier, d'accord? Donc, dans le test séronégatif, puis numéro 1, vous avez les antigènes et le substrat qui n'a pas réagi. Dans le test positif, les molécules spécifiques, par exemple, du virus de l'hépatite B, c'est peut-être ça qu'on vous demandait de tester. Ensuite, vous avez dessiné dessus les anticorps spécifiques du virus de l'hépatite B qui sont fixés. Ensuite, fixé dessus les anticorps traceurs spécifiques de l'anticorps spécifique du virus hépatite B. Ça va, vous suivez? Et donc, par-dessus, nous avons la fameuse enzyme qui va digérer le substrat et pour donner un produit coloré. Voilà ce que vous pourriez dessiner en interprétation de votre test ELISA. Donc pour les anticorps, c'est tout compris, c'est facile. Maintenant, question, qui est-ce qui produit les anticorps? Bah ouais, il faut bien une cellule qui les fabrique, ces missiles immobilisants à tête chercheuse. Nous, les soldats, ils les transportent pas comme ça, hein, ils sont dans des chars. Bon, alors il faut bien trouver les chars.
Donc pour comprendre ce qui se passe, on injecte à une souris A un antigène de salmonelle. On attend 15 jours, on récupère ces fameux lymphocytes. On le sait, on l'a dit, les lymphocytes sont dans les ganglions, on a des cellules présentatrices d'antigènes qui migrent vers les ganglions pour leur montrer, pour bien comprendre ce qui se passe. Ensuite, on récupère donc ces lymphocytes, et là, deux possibilités. On prend un groupe de lymphocytes, on les fait traverser dans une colonne qui contient des billes de latex dépourvues d'antigènes. L'autre groupe de lymphocytes, on les fait traverser une colonne de billes de latex sur laquelle on a fixé des antigènes de salmonelle. On laisse donc les lymphocytes traverser ces deux colonnes de billes. On fait des cultures, histoire d'en avoir plusieurs de lymphocytes. Et qu'est-ce qu'on fait? On les injecte à deux souris. Et ces souris, au préalable, on les avait irradiées. C'est-à-dire qu'on a détruit tout leur système immunitaire. On leur a donc fourni une nouvelle armée. Une armée qui provient d'une souris ayant connu la salmonelle. Sauf que là, c'est une armée qui a traversé des billes de latex sans jamais rencontrer la salmonelle. Et là, c'est une armée qui traverse des billes de latex sur lesquelles il y a des antigènes de salmonelle. Donc, vous comprenez bien que les deux armées ici ne seront pas totalement identiques. Et qu'est-ce qui se passe pour les deux souris? La souris B produit des anticorps anti-salmonelle. La souris C ne produit pas d'anticorps anti-salmonelle. Prenons un peu de recul sur cette expérience et essayons de comprendre ce que ça veut dire. Ici, tous les lymphocytes ont pu traverser et la souris a pu se défendre et fabriquer des anticorps. Ici, on a mis sur le trajet des lymphocytes les antigènes de salmonelle. Et comme par hasard, la souris n'est pas capable de produire des anticorps anti-salmonelle. Ça veut dire que les soldats portant ces missiles immobilisants à tête chercheuse sont restés ici, alors que là, ils sont arrivés là. Ça veut dire quoi? Qu'on a plusieurs sortes de lymphocytes, qu'il y en a qui sont spécialisés pour un antigène, et que, dans ce cas-là, on a privé cette souris de ce lymphocyte spécialiste de la salmonelle, et qui fait qu'elle est malade. Rédaction. Première colonne. Aucun antigène sur les billes. Aucun lymphocyte ne pourra être harponné. Deuxième colonne. Il y a des billes avec des antigènes de salmonelle. Donc les lymphocytes compatibles vont être harponnés et retenus. On a culture de lymphocytes récupérés, puis injection à 2 lots de souris sans lymphocytes. On va recréer le système immunitaire de ces souris. Constat. Pour la souris B, il y a production d'anticorps. Déduction. Les souris ont reçu des lymphocytes capables de produire des anticorps anti-salmonelle. C'est bien précis. On est d'accord? Souris C, constat, pas de production d'anticorps. Pourquoi? On sait que les souris n'ont pas reçu la population de lymphocytes capables de produire les anticorps anti-salmonelle, car ils ont été fixés dans la colonne. Déduction. On en déduit que les autres lymphocytes n'ont pas été capables de reconnaître l'antigène. Donc, à un antigène correspond à un lymphocyte, car ce lymphocyte possède le récepteur compatible, ici, de la salmonelle. Alors, il est possible de voir les lymphocytes en pleine action. Oui, c'est un peu compliqué, je sais, mais c'est possible. On peut faire une expérience très simple. On va injecter des globules rouges de mouton à une souris. Ces globules rouges vont être reconnus comme étrangers parce qu'ils portent des antigènes, des protéines propres au mouton. Donc cette souris va se défendre contre cet antigène. On va récupérer quelque temps après des cellules de la rate. Je vous rappelle que la rate fait partie des organes du système immunitaire. Donc dans la rate, il y a des lymphocytes. On va mettre dans un tube de culture de gélose fondue les globules rouges de mouton et les cellules provenant de la rate. Ensuite, on va les couler sur un milieu en boîte de pétri. Et on va observer ce qui se passe. Au niveau de la culture des hématies, c'est-à-dire des globules rouges, on va observer un trou. Regardez là. Hop, il y a un bins. Alors vous allez me dire, il reste quelques hématies. Oui, mais ce ne sont pas des hématies de mouton. Ce sont des hématies de souris qu'on a récupérées en prenant des cellules de rate. Ces zones, sans globules rouges de mouton, c'est ce qu'on appelle des zones ou des plages d'hémolyse. Hémo pour hématie, lyse, coupée, découpée. Ce sont des zones où les globules rouges ont disparu, ont été détruits. Et comme par hasard, à chaque fois au centre de ces plages de lyse, on va trouver un élément, une cellule assez grosse qu'on appelle un plasmocyte. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas un lymphocyte, c'est un plasmocyte. Et bien en fait, le plasmocyte, c'est un lymphocyte qui s'est modifié, activé et qui se met en mode « je fabrique des anticorps pour attaquer le méchant ». Quand on regarde au microscope, voici un lymphocyte et voici un plasmocyte. Et on remarque que si dans le lymphocyte, effectivement, c'est le noyau qui occupe la plupart du cytoplasme, en fait ici, le noyau est toujours très gros, sauf que la cellule a grossi, le cytoplasme a pris beaucoup plus d'importance, parce que c'est dans le cytoplasme qu'on fabrique les protéines. Et quand on regarde donc un plasmocyte au microscope électronique à balayage, donc on retrouve le noyau, et regardez à l'intérieur du cytoplasme, il y a plein d'éléments, mais il n'y a que ça, plein, je vais pas tous les faire. Alors, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle
du REG, c'est-à-dire du réticulum endoplasmique, à l'intérieur du cytoplasme. G pour granuleux, donc réticulum endoplasmique granuleux, parce qu'à la surface de ces espèces de sacs, il y a des petits granules qu'on appelle des ribosomes, et ce sont donc ces éléments-là qui sont responsables de l'assemblage des acides aminés pour fabriquer les protéines. Donc je vous rappelle, programme de première S, que l'ADN se trouve à l'intérieur du noyau, c'est le plan de l'architecte, c'est très précieux, on l'enferme dans un coffre-fort. Or, si le lieu de fabrication se trouve dans le cytoplasme, il faut bien transporter les plans depuis chez l'architecte jusqu'à l'usine de production. Donc vous avez un ARN messager qui est une copie de l'ADN qui va sortir du noyau, et cet ARN messager, après différents épisodes de maturation, va être lu justement par toute cette machinerie pour produire un assemblage d'acides aminés selon le code déterminé par l'ADN. Donc ici, dans le plasmocyte, à partir du moment où le lymphocyte a été activé, c'est-à-dire qu'il a fixé un antigène, ce lymphocyte va activer sa machinerie de production d'anticorps, ce sont des protéines, donc il a besoin de réticulum endoplasmique granuleux. Il va en produire énormément, d'où l'augmentation de volume du cytoplasme, d'où le changement de forme, et d'où la production d'anticorps qui vont être libérés dans le milieu. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un char et de ses missiles immobilisants à tête chercheuse, et bien le char, c'est lui. Et les missiles immobilisants à tête chercheuse, ils sont fabriqués au niveau du réticulum endoplasmique granuleux. Donc les organes du système immunitaire, qu'on appelle aussi les organes lymphoïdes, sont situés un peu partout dans l'organisme. Je vous le rappelle, on l'a déjà vu, il y a les lieux de formation de la cellule de l'immunité et les lieux de stockage des cellules de l'immunité. Donc on va fabriquer où? Dans la moelle osseuse rouge des os, on va maturer certains lymphocytes dans le thymus, et ensuite tout ça va être stocké dans les ganglions qui se trouvent à des endroits stratégiques. Donc dans la moelle osseuse rouge des os, c'est là où se passe donc l'hématopoïèse, c'est-à-dire la fabrication des cellules du sang, avec les trois fabrications, celle des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Concernant les globules blancs, ils sont donc fabriqués ici par exemple dans la tête du fémur. On va fabriquer les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes B vont rester sur place, vont maturer sur place, alors que les lymphocytes T sont envoyés vers le thymus pour être maturés. Et une fois que les deux soldats sont maturés, sont mûrs, sont prêts à faire la guerre, on les envoie dans les casernes, les ganglions lymphatiques qui vont donc se trouver dans les endroits stratégiques autour des entrées de microbes. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'ils font pour passer d'un organe à un autre? Ben, c'est très simple. Il existe dans notre corps deux circulations en fait. Vous avez tous appris la circulation sanguine avec le cœur, le sang, le poumon, l'intestin, on récupère les nutriments, on fait circuler l'oxygène, etc. Mais n'oubliez pas que vos cellules ont besoin d'eau et elles baignent dans de l'eau. Ça vous est déjà arrivé de gratter une petite croûte d'un bobo et en grattant la croûte, il y a du liquide transparent qui sort et non pas du sang. Mais ce liquide transparent, c'est ce qu'on appelle de la lymphe. Vous avez un circuit parallèle à votre circulation sanguine qui fait circuler donc cette eau qui humidifie toutes les cellules de notre corps. Si je prends ici un vaisseau sanguin dans lequel j'ai donc du sang qui circule, toutes les cellules autour de ce vaisseau sanguin baignent dans un liquide qu'on appelle la lymphe intercellulaire. Donc ici, vous avez de l'eau entre les cellules. Et cette eau, il faut bien la remplacer quand elle disparaît, quand elle est consommée, etc. Quand vous vous déshydratez, quand votre peau sèche, c'est cette eau-là que vous perdez. Et donc pour réhydrater, on a un circuit lymphatique, c'est-à-dire ce circuit-là qui amène de l'eau un peu partout. Et donc les lymphocytes circulent à l'intérieur de ce circuit lymphatique pour passer de la moelle osseuse au thymus. Bien sûr, une fois qu'ils seront prêts, quand ils sortiront des casernes et qu'ils iront faire la guerre, ils passeront par le sang. Mais globalement, ils ont leur circuit à eux. D'ailleurs, c'est pas compliqué à retenir. Lymphocyte, lymphatique, lymphe. Voilà, c'est tout la même racine. Alors, comment se passe cette première phase de la réaction immunitaire adaptative? Concernant les lymphocytes B, on est ici dans un ganglion lymphatique. Je vous rappelle que l'organisme possède des centaines de millions de clones de lymphocytes B différents. Il en faut pour tous les microbes qui existent. Alors on verra dans une autre vidéo comment ça se fait. Pour l'instant, on se contente de voir comment ça fonctionne quand un lymphocyte B reconnaît un antigène. Je vous rappelle que nous sommes à la suite de la réaction inflammatoire. Des antigènes sont apportés par les cellules dendritiques, les cellules présentatrices d'antigènes de manière générale, dans le ganglion lymphatique. Un antigène est présent, il va donc falloir trouver le bon missile immobilisant à tête chercheuse qui lui correspond. Donc là, c'est facile, au niveau représentation schématique, j'ai fait des petits carrés, des triangles, des ronds. Et mon antigène, il est rond. Donc, première phase, reconnaissance et sélection du bon clone. Alors, on appelle ça des clones parce qu'ils sont tous génétiquement identiques. Ils ont tous le même anticorps de surface.
Donc c'est mon lymphocyte B3 qui est compatible. À ce moment-là, il va se multiplier, proliférer. Maintenant qu'on a notre armée qui est constituée d'un certain nombre de soldats qui sont capables de lancer des missiles immobilisants à tête chercheuse, spécialistes de l'antigène, ces soldats ne sont pas encore tout à fait opérationnels parce qu'ils ne fabriquent pas encore des anticorps. Donc il va d'abord falloir qu'ils se différencient en plasmocytes. Ce plasmocyte, lui maintenant, va fabriquer des anticorps qu'il va libérer dans le milieu. Et ces anticorps, donc ces petits missiles immobilisants à tête chercheuse, vont venir, dans un premier temps, fixer les antigènes. Et donc, nous avons un complexe humain qui est formé, et ce complexe humain, il va falloir s'en débarrasser, et c'est là qu'interviennent les fameux bouffetous qui possèdent des récepteurs spécifiques de la partie fixe des anticorps. Et donc, ce sont les cellules phagocytaires, par exemple le macrophage, qui vont venir digérer les complexes humains, histoire de se débarrasser une bonne fois pour toutes de l'antigène. Donc, on récapitule, les lymphocytes B sont des producteurs d'anticorps, des sortes de missiles immobilisants à tête chercheuse, comme leur nom l'indique, qu'ils ne font qu'immobiliser. Ces lymphocytes B, finalement, ne servent à rien s'il n'y a pas complémentarité avec les cellules phagocytaires. Donc voici le mode d'action des lymphocytes B dans la réponse immunitaire. Là où notre système est très intelligent, c'est qu'en fait, quand il a fait son clonage, sa phase de prolifération, bien sûr qu'il envoie des soldats au combat, mais il n'est pas fou. Il va en garder une petite partie de réserve. C'est ce qu'on appelle les lymphocytes B mémoire. Ils vont être conservés, donc une partie de l'armée va être conservée dans les ganglions. On va avoir un stock, alors un peu plus important que ce qu'on avait au départ, de manière à ce que lors de la deuxième présentation de cet antigène, on va réagir beaucoup plus vite parce qu'on aura déjà une armée de préparés. Alors que si on devait tout recommencer depuis le début, refaire toute une réaction inflammatoire, refaire la phase de reconnaissance, déjà trouver le bon, le reconnaître, se multiplier, etc. Lors d'une deuxième présentation d'antigène, on aura déjà un groupe mémoire et à ce moment-là, on peut directement passer à l'attaque. Si je m'intéresse à une maladie dont on parle beaucoup, on va l'étudier au fur et à mesure des vidéos, c'est le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui montrent que le système immunitaire ne fonctionne plus, il est déficient. C'est quelque chose que l'on a acquis, que l'on n'avait pas avant. Et ce sida est déclenché par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Alors que se passe-t-il quand on est infecté par le VIH? Dans les 30 premières semaines, on va observer un pic de la production de virus. C'est ce qu'on appelle la charge virale. Donc on a une multiplication très importante dans les premières semaines. Bien sûr, notre corps va se défendre, les lymphocytes B vont produire des anticorps et on va donc avoir rapidement, après l'infection, une production d'anticorps anti-VIH. Ce qui signifie donc qu'on a eu multiplication clonale de nos lymphocytes B spécialistes du VIH. Alors il existe d'autres lymphocytes, les lymphocytes T, il en existe deux catégories dont on va parler dans les vidéos suivantes, mais je commence à représenter leur évolution ici pour qu'on puisse en parler plus tard. Nous avons les lymphocytes T dits cétotoxiques, qu'on appelle aussi les TCD8, dont la production va également fortement augmenter dans les premiers jours suivant l'infection. Et nous avons une autre catégorie de lymphocytes T, les lymphocytes T4, et là vous allez voir que leur évolution est assez particulière. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, quand on voit ça, on s'attend à ce que toutes les cellules de défense augmentent leur nombre, se multiplient face à une attaque de ce type. Or, regardez, les lymphocytes T4, leur quantité diminue. Qu'est-ce que ça signifie à votre avis? Quelle est la cible de ce virus? Regardez, le maximum de charge virale, c'est quand le minimum de LT4 est atteint. Eh bien oui, la cellule cible du VIH, ce sont les lymphocytes T4. Voilà pourquoi le sida, on en meurt obligatoirement, parce qu'on a en fait un virus qui s'attaque à nos cellules de défense. Donc on verra la suite du graphique au fur et à mesure des vidéos. Donc si on ne meurt pas dans un premier temps, si la population de LT4 arrive à remonter, c'est parce qu'en parallèle, nous avons une production d'anticorps anti-VIH et nous avons les LT cytotoxiques. Alors, on va anticiper un petit peu. Cytocellules, toxiques pour les cellules, ce sont des lymphocytes T qui s'attaquent aux cellules contaminées. Donc voilà pourquoi, à partir du moment où les LT cytotoxiques et les anticorps anti-VIH apparaissent en grand nombre, la population de LT4 augmente. Parce qu'en fait, toutes celles qui ont été contaminées ont été détruites. Voilà pourquoi également la charge virale diminue. Si on détruit les cellules contaminées, on détruit les virus. Donc dans cette vidéo, on s'intéresse aux anticorps. Quand on a des anticorps anti-VIH, on a forcément une neutralisation du virus
Ici, je prends le cas d'une cellule qui va être contaminée par le VIH. Donc le VIH possède en surface des protéines qui s'appellent GP120. Ces protéines vont être compatibles avec les marqueurs CD4 possédés par le lymphocyte LT4. Qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où le virus arrive à se fixer sur les marqueurs, il va rentrer à l'intérieur, il y a fusion des membranes, et c'est que la partie intérieure avec le matériel génétique qui est libéré dans le LT4. On va avoir multiplication du virus dans la cellule, des millions de nouveaux virions qui vont sortir, et en sortant, ils perforent la membrane du LT4, ils la font littéralement exploser. Et on va avoir des millions et des millions de virions qui vont sortir à partir d'un virus. Donc quand nos lymphocytes B reconnaissent le VIH, produisent des anticorps anti-VIH, ben c'est simple, ces anticorps ils vont venir ici, ils vont se fixer sur la protéine GP120. Donc résultat, cette protéine GP120 ne sera pas disponible pour être fixée par les marqueurs CD4. À ce moment-là, on va empêcher le passage du matériel génétique du virus à l'intérieur du LT4. Le LT4 va pouvoir survivre, continuer à se multiplier. Et voilà pourquoi la quantité de LT4 réaugmente à partir du moment où la quantité d'anticorps est suffisamment présente pour les protéger. Allez, on se retrouve à la vidéo précédente. On va s'intéresser à cela cette fois.